attaque. Merci d'être là. Merci à nos invités, je vais vous les présenter là dans quelques instants. Avant de commencer notre table ronde, vous avez peut-être suivi, il y a eu Escape Data Game mis en place pendant toute la journée. Il y a eu 16 participants. La grande majorité sont arrêtés à la 3e énigme. Et on a un gagnant. Un gagnant que j'ai fait souffrir, il a gagné, donc c'est le principal. Venez, s'il vous plaît, venez. Christelle aussi, c'est important. Moi, je ne suis que le communicant qui communique, mais Christelle fait partie des organisateurs de ce beau rendez-vous. Donc bravo d'avoir réussi cet Escape Game Data. Et puis voilà, il a gagné un MacBook Air. Merci beaucoup. Et oui, effectivement, les dernières, c'était assez galère, mais en réalité, la réponse était devant mes yeux depuis le début. Ils ont eu du social engineering, c'est tout. Ils étaient tous en train de sortir la calculatrice. Non, il faut sortir le cerveau. Merci à vous. Bon, maintenant, on va sortir des cerveaux. 3 cerveaux qui, je pense, ce soir, pour cette dernière table ronde, vont vous apporter un contenu et un savoir. Et aussi, vous, l'aspect participatif qui est indispensable, parce qu'on a quand même un contenu qui est très à la mode en ce moment, où on parle de souveraineté. C'est simple, on va discuter avec nos 3 invités, et vous allez voir, ils ont chacun une expertise qui va être, je pense, passionnant à suivre, d'autant plus qu'on va titiller un petit peu sur cette question de souveraineté. On va peut-être pas trop forcer le mot, mais en tout cas, il est bien là. Bon, déjà, je vais vous présenter nos 3 témoins. Alors, je vais commencer honneur à Myriam Kemener, non pas parce que c'est une dame, même si ça fait partie de la bienséance, mais c'est aussi une personne qui pourrait vous sauver en cas de problème judiciaire. Non, mais plus sérieusement. Madame Kemener, avocate générale à la Cour, si je ne me trompe pas. Alors, j'adore parce qu'à chaque fois je me trompe, la Cour d'appel de Paris. Alors, non, c'est pas la première fois qu'on se croise, qu'on se voit, etc. Je crois qu'elle a eu toutes les cartes de visite possibles, imaginables avec moi. Je vais être très honnête avec vous. Bon, en tout cas, grande spécialiste de tout ce qui est éco, finance, numérique, docteur en droit. Ça, j'ai bien retenu. C'est marqué sur mon bras, là, Myriam. Plus sérieusement, auteur de nombreux livres. Alors là, il y en a une dizaine. Le 11e arrive. Moi, j'ai eu la chance d'être dans le 10e. J'étais très fier. Mais toujours est-il que le 11e arrive d'ailleurs, parce qu'on va pas... Enfin, le mec, il s'accapare tout. C'est tout à moi. Myriam va parler de tout ce qui va être fraude. Donc ça, on en parlera peut-être un petit mot tout à l'heure. De toute façon, il est prévu 3 heures de rendez-vous, de table ronde, là, soyons très clairs sur ce sujet. En tout cas, ce qui va être très intéressant surtout, ça va être votre angle juridique. Ça, c'est loin d'être négligeable. Guillaume Gamelin, 25 ans dans la cybersécurité. Début de carrière chez Orange, alors là j'ai bien noté ça correctement. Ensuite, Key Account Manager chez Vigilante, puis Sophos, aujourd'hui Country Manager, bon c'est F-Secure, qui aujourd'hui en fait s'appelle WithSecure, ça c'est pour les professionnels, ce qu'on appelle le P2B. Exactement. Mais on y reviendra aussi tout à l'heure. C'est important d'avoir un nom, un visage, et puis surtout une vraie expertise. De 25 ans, ça ne peut pas dire, même s'il en a 26, soyons très clairs. Hervé Thibault, non, je dis ça parce qu'il ne faut jamais me donner des petites parties de votre vie privée dans un rendez-vous. Il fête, là, incessamment sous eux, c'est 19 ans de mariage, voilà, ça c'est dit. En tout cas, merci d'être là. Très honnêtement, ça fait drôlement plaisir. Et on finit non, notre table ronde, en tout cas, nos témoins, avec Hervé Thibault. Alors, 20 ans dans le monde de l'IT. Voilà, c'est très récent, mais ça montre aussi pas tant que ça, parce que c'est 20 ans d'expérience dans l'IT, quand on voit l'évolution numérique. Qui aurait imaginé, il y a encore 2 ans, être capable de mettre le pape sur un skateboard avec l'intelligence artificielle? Et j'exagère à peine sur le sujet. Maintenant, on fait partie d'un programme avec Microsoft, ça on en parlera aussi tout à l'heure. L'évolution, tendance des besoins, tendance des clients, de cette souveraineté. Et on va attaquer d'entrée de jeu par l'aspect juridique. Alors là, attention, elle n'est pas contente. Mais plus sérieusement, Myriam, on a fait des belles questions de manière à qu'elles soient très précises, parce qu'on s'est rendu compte que parler de souveraineté, c'est pas si simple que ça. À l'heure où les données traversent les frontières, peut-on parler encore aujourd'hui de souveraineté numérique, mais surtout d'une souveraineté numérique concrète? Oui, alors bonjour à tous. La question est un peu complexe. Et d'ailleurs, juste avant de venir ici, je regardais un peu l'actualité. Et qu'est-ce que je vois? Le député Latombe qui interpelle la ministre du numérique en particulier
c'est étonnant justement qu'un contrat vient d'être signé par l'État, par le service de renseignement, avec une entreprise canadienne sur fond dont les capitaux sont américains. Voilà. Et justement, je partage son indignation en quelque sorte, puisqu'il dit oui, tout le monde parle de souveraineté, l'État en première ligne, et finalement, voilà, c'est un mot. J'ai même entendu ça récemment, que la souveraineté numérique, qui est normalement le contrôle de ses données, le contrôle de sa cybersécurité. D'ailleurs, le numérique français, 80% du numérique français, c'est justement les entreprises, ça vient d'entreprises étrangères. Hein. Donc, c'est un objectif, c'est vrai, contrôler ces données, c'est tout à fait fondamental, hein, c'est le patrimoine informationnel des entreprises, mais concrètement, il y a quand même une sacrée marge de progression à faire. Donc c'est vrai qu'il y a des stratégies, je vois même en matière d'IA pour développer des programmes, mais le constat est là. Alors, je vais vous montrer comment énerver Madame Kemener. Non, mais pourquoi c'est gênant s'ils sont qualitatifs, s'ils sont moins chers? Bien sûr, mais c'est quand même, il y a des enjeux stratégiques, surtout on est quand même dans un contexte géopolitique troublé, c'est le moins qu'on puisse dire, donc c'est important alors c'est pas forcément souveraineté française, mais à tout le moins européenne. Et il y a un décalage parce que au niveau des outils numériques, c'est souvent des outils étrangers. Par contre, au niveau juridique, alors là, on va en parler aussi durant la table ronde, là, au niveau européen, on est très fort. Hein. On empile les règlements et les directives. C'est gênant. Non, ça peut. Alors, je peux prendre deux exemples. Par exemple, le RGPD, bon, c'est quand même un texte qui a porté ses fruits, hein, qui, à partir du moment où une entreprise, même étrangère, a des activités en Europe, elle doit justement se conformer au RGPD, c'est-à-dire protéger ses données, les données personnelles, les données des citoyens, les données sensibles. Donc, c'est quand même une avancée. Alors, la CNIL a accompagné les entreprises, les a contrôlés, et maintenant c'est la case sanction. Voilà, il y a aussi Nice 2. C'est vrai que Nice 2, bon, on a un peu de retard. Normalement, d'après justement le député Laton, ça devrait aboutir à un texte fin octobre. Et d'ailleurs, il y a quand même une structuration parce que ça regroupe, bon, bien sûr, il y a Nice 2, c'est-à-dire renforcer la cybersécurité de toutes les structures, y compris les sous-traitants. Enfin, c'est très très large et c'est très ambitieux, mais le texte a regroupé aussi REC et DORA. Voilà, donc il y a quand même une cohérence dans ce, je dirais, millefeuille juridique. Et Nice 2, c'est aussi, les entreprises ont été obligées de mieux sécuriser leur réseau, donc ça va de pair aussi avec les données, donc il y a des obligations qui sont fixées, donc c'est quand même important pour la souveraineté, pour tendre vers la souveraineté. Bon, on est d'accord, messieurs, elle nous a déjà bien mis une introduction qui met déjà du baume au cœur, on est bien d'accord. Hein. Guillaume, avec vous, on va parler innovation, réponse aux menaces. Vous, en tant qu'acteur européen, d'ailleurs, ce serait intéressant de revenir un petit peu, votre société, ce passage au B2B, hein, justement avec WeSecure. Quelles difficultés vous rencontrez, vous, face à des solutions américaines omniprésentes? Je prends le micro. Alors tout d'abord, je suis complètement d'accord avec Madame Kemener sur le fait de dire déjà il faut parler de souveraineté européenne et pas simplement de souveraineté française, parce qu'en fait aujourd'hui je pense que c'est la véritable problématique de notre marché actuel, et je suis également complètement d'accord avec vous qu'il faut au moins que l'État montre l'exemple. Et aujourd'hui, le challenge, pour répondre à ta question Damien, le challenge d'une entreprise de cybersécurité européenne comme WeSecure, hein, 30 ans d'existence dans la cybersécurité européenne, né à Helsinki, avec des financements européens, avec un board européen. Donc le souci aujourd'hui, je pense qu'il est, le challenge vis-à-vis des acteurs américains, il est double. Le premier, il va être surtout technologique, parce que j'ai envie de répondre
et peut-être d'aller plus loin dans la réflexion. Peut-être que si l'État a souscrit à une solution américaine, c'est que technologiquement, elle n'était pas au niveau. Et donc le nerf de la guerre pour les sociétés de cyber européennes ou cyber françaises, c'est aujourd'hui de répondre à ce défi technologique pour être au moins au niveau des Américains. Et moi, je ne crois pas... Et donc le deuxième aussi challenge, il va être financier, mais les deux sont liés, puisqu'en fait, finalement... si on soutient les ventes, si on soutient l'aspect financier, les sociétés comme nous vont pouvoir beaucoup plus investir en recherche et développement que hier. Ensuite, vont pouvoir investir dans du marketing, vont pouvoir investir, on en discutait tout à l'heure, dans des tests, parce qu'aujourd'hui, il faut être technologiquement innovant, en avance sur les Américains. Mais qu'est-ce que demandent les revendeurs et les clients finaux? Ils vont demander des tests. Dire aujourd'hui, comment tu es positionné sur le Mitre, comment tu es positionné sur le Gartner. Juste pour vous dire, rien que pour participer à de tels tests, c'est 100 000 € pour une société comme la nôtre. Donc on met 100 000 € pour voir, et ensuite derrière, on va jouer, on va développer, Donc, en fait, finalement, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est soutenir les ventes pour soutenir l'innovation. Ça, c'est une première chose. Et puis, elle est où la problématique aujourd'hui par rapport aux Américains? Et ça, c'est pour moi essentiel. J'en discutais ce matin également avec un revendeur. C'est qu'on ne naît pas égaux quand on est américain et européen. Alors, je vous rassure, je parle uniquement de cybersécurité et pas de vie courante. Mais quand on est une start-up américaine, on va aussitôt avoir un terrain de jeu ou un marché qui va être 2 fois plus grand que le marché européen. Et un marché qui va être homogène, ils parlent tous la même langue, c'est facile, ils ont les mêmes normes, ils ont les mêmes lois, et directement la start-up elle va pouvoir gagner beaucoup d'argent et se capitaliser et donc innover. Nous, je reviens un petit peu sur tout ce qu'on disait tout à l'heure, la problématique de sociétés de cybersécurité françaises ou européennes, c'est quoi? C'est que, allez, on prend le cas extrême, une société de cybersécurité française. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se développer sur un marché en France, 20 fois plus petit que le marché américain. Elle va se dire, je vais être conforme à l'ANSSI. Après, elle va aller, se dit, le deuxième marché, je vais attaquer le marché allemand. Il va aller voir le BSI, qui a des normes différentes. Ensuite, on va aller en Italie. On va aller voir, ça va être l'ACN. Et puis, en fait, on s'en sort pas, parce qu'en fait, on est sur un marché qui est cloisonné, et en plus, qui ne parle pas la même langue, qui n'a pas les mêmes coutumes, et tout ça. Donc, en fait, quand on parle il est là le souci, il est là le vrai challenge, c'est donner peut-être un cadre juridique. Alors nous, chez WIFsecure, on est membre permanent de l'ENISA. Donc c'est-à-dire qu'on est une société finlandaise, on veut vraiment, on a dans notre ADN de construire et de participer à la création d'une cybersécurité européenne meilleure. On a ce doux vœu. Mais c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'en fait, l'ANSSI, le BSI, l'ACN, tout ça, ça parle pas tout le temps ensemble. Alors, moi, je suis aussi quelqu'un de positif, comme vous. On parle de choses qui ont bien marché. Effectivement, NIS2, le RGPD, on a réussi à s'accorder. Il y a des choses qui marchent bien aussi sur les certifications. On ne peut pas tout le temps dire que le BSI, l'ANSSI ne se parlent pas. Les certifications produits, CSPN et autres. Après, est-ce qu'on s'entend sur... parler des clouds et de la souveraineté. Alors, il y en a qui parlent de certification C5 au BSI. En France, on a imposé le SecNum Cloud. Et en fait, finalement, moi, chez moi, dans une société européenne qui, par chance, va bien, qui, par chance, est déjà au-delà de tout ça, parce qu'on gagne de l'argent, parce qu'on a juste envie, c'est d'aller encore plus loin pour être encore plus performant sur nos solutions. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui font que ça. Moi, j'ai 2 personnes au juridique qui vont analyser toutes les certifications pour dire qu'est-ce qu'on fait comme certification. Donc le challenge, il est là, c'est soutenir, promouvoir pour innover. Et quand on a de l'innovation, aujourd'hui, on sera au même niveau que les Américains ou les autres, et on pourra, il n'y aura plus de raison d'aller à l'encontre de solutions européennes. Je te rends ton micro. La complexité d'avoir un micro pour eux deux. C'est intéressant parce qu'on parle des Américains, mais il n'y a pas que. Pas
peut parler de l'Inde, on peut parler de la Chine, on peut parler d'Israël. Bref, il y a du monde autour de nous. Faut-il quand même y penser. On va justement y venir avec Hervé Thibault, client, stratégie. On a cet élément-là. Justement, comment vos clients, eux, perçoivent-ils les risques liés à la géopolitique, soyons très clairs, on est quand même bien noyé avec pas mal de problématiques en ce moment, mais c'est pas depuis hier quand même, quand on y pense. Mais justement, comment ils réagissent à ça dans leurs solutions, leur choix de solutions cyber? Donc, je vais essayer de porter la parole des clients. Et effectivement, comme Damien vient de le dire, d'élargir un petit peu en fonction des secteurs d'activité, des réglementations, de leur présence, parce qu'on dit effectivement, il y a le sujet de souveraineté, mais il y a des clients français qui sont présents sur beaucoup d'endroits géographiques, de plaques géographiques et qui vendent aux US. Voilà, le but c'est pas forcément d'en reparler ici, mais il va y avoir 3 grands risques majeurs qu'on va pouvoir voir. Un risque qu'on va appeler la cyber-déstabilisation, qui va plutôt être lié à derrière, ce sont des motifs qui sont plutôt des objectifs militaires et politiques. Bon, je pense que voilà, on peut citer ce qui va être derrière, donc c'est plutôt souvent la Russie, les sujets qui vont relever de la Russie. Les impacts qu'on va voir chez les clients, alors c'est pas tout neuf, c'est quand même un des sujets les plus anciens. Les impacts qu'on va voir dans l'écosystème cyber. Alors je fais attention, ils sont sponsors de l'événement, je pense que tout le monde, sûrement comme victime collatérale, mais voilà, il y a une solution qui produit un EDR qui a, voilà, pour être clair, qui a pris cher sur ce sujet-là. Il y a un deuxième risque qui va être l'espionnage stratégique, dans lequel on va retrouver plutôt des États comme la Chine. Voilà, je pense qu'on peut en parler. Donc c'est pareil, on a vu chez certains clients, moi j'ai vécu un projet avec un très grand compte où on les retrouve beaucoup aussi. Alors c'est différent, le premier cas était de l'EDR, c'est exprès que je couvre aussi tout un ensemble. Là on va être plutôt sur des cœurs de réseau, parce qu'il ne faut pas oublier que le cœur de réseau, quand on parle de technologie, c'est pas le but, mais souvent on parle de souveraineté. Il ne faut pas oublier que derrière toutes ces technologies, réseau, les processeurs, les microcodes qu'on trouve dans les processeurs, voilà, on est sur pas souverain du tout, en tout cas même pas européen, bien souvent. Donc un projet qui s'est retrouvé à l'arrêt, où il y avait des équipements Huawei, qui du jour au lendemain s'est retrouvé à l'arrêt pour des raisons qui n'ont pas été divulguées, mais qu'on peut imaginer. Et puis effectivement, il y a le dernier sujet qui est à la mode, qui est la partie à la mode, la souveraineté qu'on voit le plus et qui est liée à l'actualité, qui est liée effectivement, ça a déjà été évoqué beaucoup par Guillaume, la partie américaine, où là c'est moins c'est moins préoccupant pour certains clients. Il y a moins de degrés pas d'urgence, mais de criticité comme on peut l'avoir avec les aspects soit espionnage économique, soit guerre. Mais il y a un vrai sujet sur la partie des technologies américaines qui sont derrière. Ouais. Alors justement, on va y venir parce que là, on a cette question, on se questionne, est-ce qu'on peut l'utiliser, quels sont les risques? L'aspect juridique, Myriam. Aujourd'hui, une entreprise européenne qui se décide d'aller dans des outils qui peuvent potentiellement tomber sous le coup de la loi, quelle que soit cette loi, celle du pays accueillant ou l'Europe, la France par exemple. Quels sont les risques? Est-ce qu'il y a vraiment des risques? Est-ce qu'ils sont plus sur le papier que dans la réalité? Disons que les lois, c'est connu, les États-Unis ont la plupart de leurs lois, Cloud Act, Patriot Act, justement, ont des tendances expansionnistes et justement permettent aux sociétés d'aller récupérer, d'accéder à des données qui peuvent être sensibles. Donc, effectivement, les États-Unis toutes les lois, d'ailleurs j'ai regardé la plupart des textes, sont extraterritoriales. Donc effectivement c'est l'un des risques. Je pensais aussi, on aura peut-être l'occasion d'en parler, de l'IA Act. J'y pense parce qu'hier j'étais au Sénat, c'était le colloque de Cyberlex, et il y avait des éminents universitaires qui présentait l'IA Act. On va aussi, le problème au niveau européen, vers une complexité
aiguë. Non seulement il y a plus de 300 articles, mais après il y a plein d'annexes. Et j'ai bien vu on a eu des débats assez lunaires finalement, et c'est quand même assez inquiétant. Et on parle beaucoup de transparence, mais on peut vraiment s'interroger. Qu'est-ce qui inquiète justement? Qu'est-ce qui vous inquiète, vous? Justement, cette complexité et une difficulté de mise en œuvre de certaines dispositions. Donc là maintenant, c'est le cas de l'IAC et de plus en plus, tous les textes, même s'ils paraissent éparpillés, il y a quand même un fil rouge, c'est responsabilisation accrue des acteurs, transparence, et aussi, je suis en train de chercher le terme, Éthique? Graduation, et l'éthique, mais aussi des niveaux de risque, et ça c'est l'introduction catégorise en fait les risques. Et concrètement, on verra, parce que les textes sont tellement complexes qu'ils ne sont pas tous applicables au même moment. Ils sont applicables progressivement. Et ça aussi, c'est un point commun de tous les derniers textes qu'on a. C'est le cas d'IACT et aussi sur les cryptoactifs. Il y a des périodes transitoires et c'est très complexe pour justement les acteurs qui veulent faire commercialiser des cryptoactifs, par exemple. Ça promet, on est bien d'accord, il y a encore énormément de travail. Oui, on est en formation continue, même si on est censé être juriste. Mais il n'est pas trop tard? Non, mais c'est vrai qu'il faut être sans arrêt, un peu à l'affût, dans la veille, en formation continue, puis comprendre aussi les mécanismes. C'est vrai que moi je suis juriste, mais j'essaie de m'informer sur les modes opératoires, comment ça marche, la blockchain, comment justement l'IA ça fonctionne. Justement, là, cet après-midi, j'ai beaucoup appris dans l'autre table ronde sur les fraudes et justement le développement de l'IA et des fins illicites aussi. Donc, faut être un peu curieux de nature. Il faut être très curieux, ça je pense que c'est un élément indispensable. Je vais vous proposer de donner le micro à votre voisin. Guillaume, est-ce qu'il y a une réelle demande des clients de produits souverains? Est-ce que c'est pas aussi un effet de mode, un effet politique de parler produits souverains? Est-ce qu'il y a une véritable demande des clients? Alors oui, et je dirais de plus en plus. De plus en plus. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un, je discutais avec quelqu'un, je vais citer ce qu'il a dit parce que c'était un peu punchy. Il disait à chaque fois qu'il y a une guerre, eh ben, c'est bon pour la cyber. Je ne dirais pas ça aujourd'hui, mais aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a eu une catastrophe mondiale, eh ben, on a vu la demande en solutions de sécurité cyber souveraine augmenter. Ça a commencé quand? Après Covid, déjà après Covid, ne serait-ce que, pas simplement même là on parle de cybersécurité, mais dans notre vie de tous les jours, eh ben, on va dire que les habitudes d'achat ont changé. On a commencé à regarder, on s'est dit, oh bah merde, on ne produit pas de masques, oh bah merde, on ne produit pas, et donc les gens se sont dit, ok, il faut consommer et produire en local. Donc à cette époque-là, on a vu un boost de nos ventes. Je prends un autre exemple qui est assez drôle et c'était la semaine dernière. J'avais un ami qui cherche une nouvelle voiture et qui me dit oh là là, compte tenu du contexte géopolitique aujourd'hui, oh là là, je ne vais pas acheter, je cite les marques, je ne vais pas acheter Tesla parce que je n'aime pas du tout aujourd'hui ce rapprochement politique et tout ça. Alors j'ai souri, oui, bah effectivement, comme beaucoup de Français, puisque 75% de ventes en moins, je crois, de Tesla en moins. Bon, après, le deuxième effet qui se coule, c'est qu'il me dit non, je vais peut-être prendre une BYD. Alors je lui dis bah non, ça va pas du tout, donc t'as pas bien compris tout ça. Mais en fait, je suis sûr que tout le monde a vécu ça, des amis qui se sont dit non, je vais pas prendre de l'américain, je vais prendre du chinois. Et là, je rebondis sur quelque chose, je pense que faut mesurer et savoir qui est le plus notre ennemi, on va dire, si je peux parler facilement d'ennemis et d'amis. Et donc voilà. La question, donc, c'était de dire est-ce que ça marche? Oui, ça fonctionne. Nous, nos chiffres, parce que je parle aujourd'hui, c'est ma société en local, c'est 30% de croissance par an depuis 5 ans.
quand il y a eu la guerre entre la Russie et le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, effectivement, on a récupéré de nombreux clients qui, légalement, parce que là l'État a bougé, d'abord en Allemagne et ensuite en France, a interdit l'utilisation de logiciels russes. Donc on a récupéré beaucoup de concurrents actuels de couleur verte. Et ensuite, et quoi aujourd'hui, là malheureusement avec le conflit au Moyen-Orient, ça augmente. Et on a des gens qui se retournent vers nous en nous disant « Ok Guillaume, que ce soit des clients ou des partenaires, j'ai envie de lancer une offre, d'acheter ou de lancer une offre souveraine, européenne, et je finirai par là, et pas française, parce que moi je voudrais dire quelque chose, je crois uniquement à la souveraineté européenne et pas la française, parce qu'aujourd'hui, économiquement parlant, ça ne peut pas tenir d'avoir une société qui soit uniquement souveraine française, puisque ce n'est pas viable, et on se rappelle de sociétés dans le passé qui ont déposé parce qu'elles étaient uniquement souveraines françaises. Il m'a tendu le bâton, hein, et la perche, hein, on est d'accord Hervé? Parce que là, on parle de cette souveraineté qui doit dépasser les frontières françaises, mais du coup, l'Union européenne, est-ce qu'elle est vraiment crédible crédible en tant qu'écosystème de cybersécurité souverain? Est-ce que c'est crédible, l'idée? Alors, je vais apporter une réponse, c'est pas une réponse de Normand qui est oui et non, mais qui est oui mais. Alors, sur deux aspects, d'abord pour rebondir sur ce que disait Myriam, effectivement au niveau de la réglementation elle-même. C'est vrai qu'au niveau de l'ENISA, il y a pas mal de choses. Il y a de la complexité, il y a toujours le sujet. Alors moi j'ai eu d'autres tables rondes sur dire est-ce que la norme freine l'innovation ou la motive. Ça c'est un vrai sujet. C'est aussi quelque chose que doivent prendre en compte les solutions européennes, dont françaises. De toute façon, je rebondis complètement sur mes petits camarades où on va vraiment parler de vision européenne. Ça reste compliqué, rien que pour le marché, effectivement, en termes économiques, sur un marché qui serait uniquement français. Puis dire, donc on a évoqué Nice 2, Dora, qui effectivement, elles ont quand même un mérite. Il y a le Cyber Resiliency Act pour la chaîne plutôt logicielle, et puis l'IA Act dont parlait Myriam. Il y a des initiatives aussi, on a vu le réagir quand même assez rapidement et prendre la main quand il y a eu le problème avec le CISA, donc sur tous les problèmes de vulnérabilité. L'Europe a réagi assez vite, l'ENISA avec le UVD, la Vulnerability Database européenne. Plus récemment aussi, il y a une initiative qui est la partie DNS, qui est un sujet aussi fondamental, la partie réseau, de toute façon back to basics. Le réseau, on en a partout et c'est un gros sujet. Donc cette partie, il y a le DNS for EU, donc pour l'Union européenne. Puis si après, maintenant, je rebascule côté écosystème de solutions, je pense qu'effectivement, il y a plein d'acteurs, et en France, et à l'étranger, et sur tout un tas de sujets. La sécu réseau, la partie EDR, XDR, donc je dis pas ça parce qu'on est partenaires ensemble, mais voilà. C'est bien de le casser, là, c'est bien. Non, c'est le bon moment. Donc il y a des écosystèmes, t'en parlais, les startups, même s'ils ne sont pas les mêmes leviers financiers qu'il peut y avoir aux États-Unis, on a un écosystème de startups qui malheureusement des fois ne trouvent pas le step qui leur permettrait de grossir et qui vont voir ailleurs. Il y a vraiment quelque chose de super dynamique de ce côté-là. Intéressant. Du coup, ça sera la question que je vais vous lancer en l'air. C'est ma fameuse question que je lance et chacun la rattrape. On a connu la guerre des technologies. Du coup, ça veut dire que là, maintenant, on est rentré dans l'ère de la guerre des labels. Tu prends Cadeau. Vous voulez que je passe le micro, Myriam, ou pas? moi, je dirais, si c'est cette guerre, j'en veux pas. Parce qu'en fait, finalement, j'en veux pas du tout, parce que c'est ce qui freine le business et c'est ce qui freine toute l'innovation technologique. Parce que si on commence, nous, à investir tellement de temps et d'argent pour le respect de normes dans chaque pays, c'est du temps qu'on passera pas à innover technologiquement pour qu'on soit compétitif vis-à-vis des Américains. Et encore une fois, des Américains ou Indiens, Chinois, voilà. Tous les autres. Et c'est vraiment, aujourd'hui, il faut revenir back to basic à l'innovation technologique. Et c'est super d'avoir un cadre juridique européen, c'est super de ce que fait l'ENISA, mais il faudrait vraiment que ce soit uniquement au niveau européen et qu'on arrive à homogénéiser tout ça. Myriam? Je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est vrai. Elle ne voulait pas parler, pardon, mais elle ne voulait pas. Non,
mais c'est vrai que je pense que c'est tout à fait important qu'il y ait ce cadre juridique, mais ça ne doit pas bloquer l'innovation, hein, parce que c'est quand même tous ces enjeux, l'IA, c'est aussi des leviers économiques. Hein. Mais il faut se coordonner. Je voulais dire un mot, bien sûr, il y a les textes, il y a la mise en œuvre, mais ce qu'on constate aussi, c'est un peu un exemple à cet événement comme d'autres, c'est que d'ailleurs, en arrivant, on se rend compte que tout le monde se connaît. Enfin, il y a quand même une communauté cyber qui s'est étoffée. Depuis quelques années, et ça s'est aussi décloisonné parce qu'il y avait les juristes suivants, il y avait aussi, c'est aussi une coopération publique-privée, et je trouve qu'il y a vraiment des évolutions très positives depuis quelques temps, et ça peut contribuer justement à créer du lien. C'est vrai que même si, même moi je discute beaucoup avec des informaticiens, ingénieurs et autres qui sont intéressés par le numérique et réciproquement. Et c'est quand même des avancées, on le voit bien à travers tous les événements où on se retrouve. Ça permet quand même de mettre l'huile dans les rouages, et c'est tout à fait fondamental. Parfait. Alors, on parlait de lien, eh bien, je vais peut-être vous lier maintenant. Est-ce que vous auriez des questions, une question à poser à nos témoins privilégiés? Et vous allez voir, j'ai une autre corde à mon arc, c'est de faire hôtesse et de vous apporter un micro que je garde. Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces infos, pour votre expertise. Est-ce qu'avec souveraineté, il n'y a pas aussi du protectionnisme en fait, à avoir d'un point de vue européen? Parce que quand on voit toutes ces structures américaines, tous ces acteurs américains qui ouvrent des filiales en Irlande notamment, en Europe, et qui derrière installent des data centers en Europe, on est au courant qu'il y a ce Patriot Act, donc la data indéniablement, elle repart là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, avec souveraineté, protectionnisme qui va de pair? Parfait. Oui, c'est parce que forcément, avec l'étiquette Microsoft, je me suis dit, tout le monde va dire, oh là là, la partie souveraineté. Alors, il y a deux choses. Sur le protectionnisme, il y a même trois aspects. Un truc qu'on n'a pas forcément évoqué, mais c'est la commande publique. Donc, je ne vais pas revenir, mais c'est quelque chose qui est clé aussi pour garantir du financement, sans parler de développer les entreprises, hein, mais de garantir effectivement des marchés donc il y a un sujet comme ça. Il y a le protectionnisme et ce qu'on voit aussi, c'est les capitaux qui sont dans les sociétés. Parce qu'on va souvent dire, c'est vrai, c'est quelque chose que moi j'ai rencontré, hein, des solutions qui étaient très françaises, et c'était en disant, voilà, de toute façon vous n'avez pas le choix, on est français, il faut passer... Et qui, pour des raisons, un chef d'entreprise reste un chef d'entreprise, il est là pour faire de l'argent, donc moi je ne suis pas là pour juger, mais qui d'un seul coup vendent à des fonds américains. Donc il y a un exemple un peu plus récent où c'est par rebond, donc je ne vais pas les citer, mais ça parlera à beaucoup de gens, hein. Par rebond, j'ai des fonds d'investissement qui sont américains, voilà, si c'était ce à quoi on pensait, effectivement, il y a un moment où la souveraineté échappe, donc la solution a beau être française, puis européenne, si les gens voient de quoi je parle, elle rebascule côté américain. Et puis il y a l'aspect des sociétés effectivement américaines qui, on est quand même dans un marché de libre-échange, qui font des efforts quand même assez colossaux pour se conformer à cette législation-là. Donc ils le font pour des aspects mercantiles, hein. Ils le font pour des aspects business, à la limite, et tant mieux, hein. Ils ne font pas pour le bonheur de la souveraineté européenne, hein. Mais donc il y a encore une annonce très récente hier qui a été faite, c'est pas forcément pour faire du prosélytisme, mais Microsoft pour ce sujet-là avec un Microsoft 365 local. Voilà, donc c'est super récent, on verra ce qui est vraiment derrière, parce qu'entre les effets d'annonce, c'est ça aussi, hein, les effets d'annonce, c'est comment ça rentre dans les règles après, parce que voilà, la réglementation, elle est ce qu'elle est, il suffit pas de dire je suis Secnum Cloud, c'est qu'après il faut vérifier toutes ces choses-là. Il y a vraiment, donc la conformité à la souveraineté, ouais, c'est un sujet qui est pas forcément que, voilà, faut aussi balayer devant sa porte parfois. Parfait. Merci pour la question. Efficace. Oui, oula, ouf. Alors j'ai des yeux de vieux, je commence par la première main que j'ai vu lever. Je viens à vous tout de suite. Je tiens le micro. Je lâche pas le micro, pas mal.
du coup, moi, ma question est très brève. Du coup, en parlant de ça, comment vous, en éliminant la partie data, en fait, comment vous voyez sur sur des solutions cyber et des solutions IT d'une manière générale? Je pense que monsieur voulait demander comment on va pouvoir définir et diviser entre la partie data, celle qui peut être dans les clouds, et l'IT. Oui, en fait, la cyber, c'est pour protéger. En fait, la Alors, cyber, c'est pour la je protection suis- alors- de l'IT. Donc, du coup, en éliminant la partie data, sans parler de la data, c'est juste sur le software. Ouais, sur le sol. Alors, Merci. je vais avoir aussi. Il y a beaucoup de Normands ici. Je crois que je vais avoir aussi une réponse de Normands. Parce que, on disait tout à l'heure, en fait, la problématique, c'est que même si on développe, je vais être d'accord avec vous, même si on développe des solutions logicielles avec des couches complètement souveraines et autres, même si on développe un data center complètement souverain, en fait, on se rend compte quelquefois que le routeur, ça va être du Huawei, que le transfert de data, il va être sur des solutions ennemies. Je vais bien dire ennemi, mais j'ai bien trouvé d'autres termes. Je lisais un post d'il y a 2 semaines et je crois que c'était Vincent Strubel et puis Guillaume Poupard qui répondaient et qui disaient, et ça va répondre un petit peu à votre question, qui disait que même dans les clouds souverains français, en fait, il y a de l'utilisation de techno américaine, et qu'aujourd'hui, le fait, si demain les Américains coupent la technologie américaine, en fait, la durée de vie du cloud souverain français est de quelques jours, voire maximum 1 semaine. Donc ça, c'est le constat. Et juste pour finir par quelque chose de bref, aujourd'hui, je pense que je vais reprendre quelque chose de tout à l'heure, je suis désolé. Même si on vise le haut de la montagne, en fait, pour monter au haut de la montagne, il faut faire des pas, il faut monter petit à petit. Donc, il faut le faire petit à petit. Et je pense que petit à petit, on va commencer par les couches logicielles, on va faire de mieux en mieux pour arriver ensuite à une autonomie souveraine et surtout à une autonomie technologique. Mais votre question n'est pas du tout simple. Et même des gens bien plus intelligents que moi, à savoir M. Poupard et M. Strubel, en sont tout à fait conscients. Merci. Ma petite avant-dernière question, à vous. Alors très rapidement, on va survoler le sujet des capitaux justement. On peut avoir des belles pépites européennes qui, en l'espace de quelques mois, ne le sont plus. Et là, on est vraiment démunis, nous, décisionnaires ou aides à la décision. Et je ne vois aucune réponse politique, ça va venir, même presque pas de préoccupation, ou très peu. Au final, pourquoi se fatiguer si de toute façon, si on a une bonne solution, dans les semaines ou mois à venir, ça ne sera plus la solution qu'on a choisie. Alors, je crois quand même qu'il y a souvent on parle de la volonté politique. Hein. Alors la volonté, je pense qu'elle est là de certains. Myriam parlait de Philippe Latombe tout à l'heure, donc je sais que c'est quelqu'un qui est très attentif sur ces sujets-là, beaucoup actif sur LinkedIn, enfin dans le rapporteur de la commission, si je ne me trompe pas, voilà. Donc après, les finances, elles sont ce qu'elles sont. C'est pareil, hein, le marché américain, donc même si on s'aperçoit que c'est assez fragmenté, en termes parce qu'il y a des décisions qui sont contestées, en termes juridiques, ça a l'air d'être un peu plus compliqué qu'un super grand État, etc. Le terrain de jeu, on l'a dit, c'est un terrain de jeu qui est européen. De toute façon, ça restera compliqué. Il y a effectivement les normes qui sont pas si aligné que ça, la déclinaison, la transposition qu'on va faire, hein, notamment au niveau Nice, où chacun, tu parlais entre ces 5 Sectum Cloud, où les transpositions qui sont faites sont légèrement différentes en termes d'exigence et puis en termes de qui va appliquer, ou la façon dont on va appliquer les sanctions, parce qu'au final, c'est ce qui fait que les gens sont conformes ou ça, c'est toujours la peur de la bande, hein, qui fait qu'on roule pas vite, ou voilà, faut pas se mentir. Et la commande publique,
voilà, au niveau européen, ça reste un sujet, sachant que chaque État, quand on parle de risque géopolitique, on ne va pas non plus se mentir, quand je parlais aussi de balayer devant sa porte, c'est le fait que on n'est sûrement pas aussi en harmonie que ça au travers des différents pays européens. Donc c'est pas forcément facile pour une entreprise qui va forcément être attachée à un marché, qui en France va viser, en général, c'est pas pour être chauvin français, mais quand on a le Secnum Cloud, de ce qu'on entend partout, je suis pas un spécialiste, on entend dire qu'effectivement ça ouvre les portes un petit peu partout, mais voilà, ça reste l'Europe, ça reste une Europe quelque part, et c'était, j'ai eu l'occasion dans certains groupes de travail de travailler avec d'échanger avec Monsieur Latombe, et voilà, il y a une Europe des nations. Quoi qu'on en dise, voilà, tout n'est pas harmonieux dans cette Europe-là et ça facilite pas le travail pour les startups. Merci, très clair, très précis. Dernière question. Je tiens le micro. Ah, pardon. Merci, c'est gentil. Peut-être une question en deux angles. Les plus seniors d'entre nous se rappelleront qu'il y a une dizaine d'années, il y a eu CloudWatt et Numergy, voilà, qui étaient deux clouds souverains. Il y avait la Cour d'État, la Cour des comptes, pardon. Il y avait Orange, il y avait SFR, il y avait Thales, donc qui étaient deux grands clouds souverains français cocorico qui ont été un échec parce qu'il y a eu un abandon total du gouvernement, du secteur public et de tout ça. Donc aujourd'hui, permettez-moi d'être assez pessimiste sur recommencer l'histoire de ce type-là avec des investissements colossaux qui n'ont pas été suivis. Et la deuxième partie, on constate que Madame Merkel à l'époque a empêché Microsoft, Google, AWS à construire leur data center sur le territoire allemand pour empêcher le Cloud Act et éviter ainsi, contourner ainsi, protéger notre RGPD et contourner le Cloud Act imposé au niveau de la bulle. Et c'est une autre réflexion. Monsieur Macron était, il y a une petite année, dans les locaux de Microsoft pour annoncer des centaines de millions d'investissements grâce à l'IA dans des data centers en France. Pourquoi continuons-nous à ne pas imposer ce type de modèle? Désolé, c'était des questions un peu... Très bonne question, mais elle n'est pas très positive, mais elles sont là, ces questions parfaites. Et tout à l'heure, quand je parlais on disait que la souveraineté française, c'est nos futurs, je pensais à l'énergie. Et en fait, le problème de l'énergie, c'est que c'était peut-être trop tôt, mais surtout, le marché est trop restreint. Aujourd'hui, encore une fois, c'est une économie d'échelle, c'est logique. Aujourd'hui, quand on est un petit pays, je suis désolé, comme la France, ça fait du mal à les Français de dire qu'on est un petit pays versus les US, et ben ça ne va pas. Économiquement, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, il faut, je rebondis aussi sur ce que monsieur disait, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire confiance à des entreprises européennes qui ont des reins solides et assez solides et pour que demain ils ne soient pas rachetés directement par le premier qui vient. Moi aussi j'étais déçu comme vous, moi aussi je parlais de technologie dans le passé, il y a quelques années, boîte française Alcide, superbe, technologie de pointe sur la sécurisation d'Active Directory directement racheté par Tenable. Moi je dis des noms, je suis désolé, je suis pas un gars de la télé, donc après on parle de VAD Secure, Hornet, revendu chez Proofpoint. Bon, ok. Donc il faut investir dans des sociétés qui seront peut-être pour les faire grandir. Et ces sociétés qui grandissent, il y a peut-être WithSecure sur l'endpoint, il y a peut-être Storm Shield, je cite, sur l'aspect firewall. Et puis ensuite, ils vont fusionner toutes les deux, c'est rien du tout. Et ensuite, ça va faire une super société de cybersécurité européenne et qui sera un peu le garant, qui ne sera pas racheté par les Américains. Ça, c'était la première réponse. Et la deuxième, je pense que si vous regardez un peu l'actualité en Allemagne, en fait, ils ont changé de bord, puisque en fait, finalement, ils ont ouvert leur pays à, non pas Microsoft, mais c'est Amazon qui construit le plus gros data center souverain. Et d'un côté, je vais être un peu modéré, parce qu'en fait, ce qu'ils ont annoncé la semaine dernière, c'est que pour se plier peut-être au Secnum Cloud et autres, le modèle, donc il y a toujours le Cloud Act, Patriot Act, et en fait le souci c'est que c'est sous capitaux et sous direction américaine. Et là, ce qu'ils disent, je n'ai pas bien suivi le truc, mais c'est qu'ils
qui lancerait une filiale complètement autonome, avec des capitaux propres, complètement dirigés par des Européens, pour gérer le cloud souverain d'Amazon. Moi, je ne suis pas trop pessimiste, j'ai envie de dire, bon, à voir, parce qu'en fait, finalement, d'avoir ça, ou d'avoir un Secnum Cloud qui est basé, qui est aux capitaux français et européens et basé sur des technos américaines, je ne sais pas ce qu'il y a de mieux. Mais au moins, on va essayer d'être positif. Tout ça, le positif là-dedans, pour finir sur une note vraiment bonne, c'est de se dire que, en fait, on est tous conscients qu'il faut construire une cybersécurité européenne. Et même les acteurs américains, bon, point de vue un peu plus business, et surtout business, mais essayent d'avancer dans ce sens et peut-être se conformer aussi à nos règles et à nos normes. Parfait. Bah écoutez, on a fini sur un petit point positif, c'est pas négligeable. Myriam, messieurs, c'était parfait, je pense, on peut les applaudir. Guillaume, Hervé, je pense que ce rendez-vous vous a apporté à toutes et tous un peu de fraîcheur et puis peut-être de clarté ou pas. En tout cas, je tiens à vous remercier et bonne fin d'après-midi. Parce que on vient d'actualiser le code du numérique chez Alexis. Et bon, je me disais, cette année, c'est tranquille l'actualisation. Et en fait, j'ai tout ce qui est blockchain, crypto, etc. Et tous les articles du code monétaire et financier qui avaient été modifiés avec la loi Pacte, anéantis. Donc, c'était un travail de fourmi. Oui, maintenant, on est véritablement une communauté cyber, quoi. On va parler de souveraineté, donc autant Bah... Là, j'ai vu en Bretagne une société qui faisait des ordinateurs français. Ils appellent ça comme ça. Ah ouais. J'ai vu des tablettes, des tablettes, ça avait Arcos. Arcos, c'était français, hein, Arcos. Qui avait gagné tous les marchés publics de l'éducation. Ouais. Ah oui. Ouais. Et, mais ça tournait sous Android, je crois. Oui. Ouais, c'était de l'Android, ouais. Je pense que ça a déposé le bilan. Je crois. C'est pour le feu vert. Ok. Bon, on attaque. Merci d'être là. Merci à nos invités. Je vais vous les présenter là dans quelques instants. Avant de commencer notre table ronde, vous avez peut-être suivi, il y a eu un Escape Data Game mis en place pendant toute la journée. Il y a eu 16 participants. La grande majorité sont arrêtés à la 3e énigme. Et on a un gagnant. Un gagnant que j'ai fait souffrir, il a gagné, donc c'est le principal. Venez, s'il vous plaît, venez. Christelle aussi, c'est important. Moi, je ne suis que le communicant qui communique, mais Christelle fait partie des organisateurs de ce beau rendez-vous. Donc bravo d'avoir réussi cet Escape Game Data. Et puis voilà, il a gagné un MacBook Air. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et oui, effectivement, les dernières, c'était assez galère, mais en réalité, la réponse était devant mes yeux depuis le début. Ils ont eu du social engineering, c'est tout. Ils étaient tous en train de sortir la calculatrice. Non, il faut sortir le cerveau. Merci à vous. Bon, maintenant, on va sortir des cerveaux. 3 cerveaux qui, je pense, ce soir, pour cette dernière table ronde, vont vous apporter un contenu et un savoir. Et aussi, vous, l'aspect participatif qui est indispensable, parce qu'on a quand même un contenu qui est très à la mode en ce moment, où on parle de souveraineté. C'est simple, on va discuter avec nos 3 invités, et vous allez voir, ils ont chacun une expertise qui va être, je pense, passionnant à suivre, d'autant plus qu'on va titiller un petit peu sur cette question de souveraineté. On va peut-être pas trop forcer le mot, mais en tout cas, il est bien là. Bon, déjà, je vais vous présenter nos 3 témoins. Alors, je vais commencer honneur à Myriam Kemener, non pas parce que c'est une dame, même si ça fait partie de la bienséance, mais c'est aussi une personne qui pourrait vous sauver en cas de problème judiciaire. Non, mais plus sérieusement. Madame Kemener, avocate générale à la Cour, si je ne me trompe pas. Alors, j'adore parce qu'à chaque fois je me trompe, la Cour d'appel de
Paris. Alors, non, c'est pas la première fois qu'on se croise, qu'on se voit, etc. Je crois qu'elle a eu toutes les cartes de visite possibles, imaginables avec moi. Je vais être très honnête avec vous. Bon, en tout cas, grande spécialiste de tout ce qui est éco, finance, numérique, docteur en droit. Ça, j'ai bien retenu. C'est marqué sur mon bras, là. Plus sérieusement, auteur de nombreux livres. Alors là, il y en a une dizaine. Le 11e arrive. Moi, j'ai eu la chance d'être dans le 10e. J'étais très fier. Mais toujours est-il que le 11e arrive d'ailleurs, parce qu'on va pas... Enfin, le mec, il s'accapare tout. Hein, c'est tout à moi. Myriam va parler de tout ce qui va être fraude. Donc ça, on en parlera peut-être un petit mot tout à l'heure. De toute façon, il est prévu 3 heures de rendez-vous, de table ronde, là, hein, soyons très clairs sur ce sujet. En tout cas, ce qui va être très intéressant surtout, ça va être votre angle juridique. Ça, c'est loin d'être négligeable. Guillaume Gamelin, 25 ans dans la cybersécurité. Début de carrière chez Orange. Alors là, j'ai bien noté ça correctement. Hein. Ensuite, Kay, account manager chez Vigilante. Puis Sophos, aujourd'hui country manager, bon, c'est F-Secure, qui aujourd'hui en fait s'appelle WithSecure, ça c'est pour les professionnels, ce qu'on appelle le B2B. Exactement. Mais on y reviendra aussi tout à l'heure. C'est important d'avoir un nom, un visage, et puis surtout une vraie expertise. 25 ans, ça ne peut pas dire, même s'il en a 26, hein, soyons très clair. Hervé Thibault, non, je dis ça parce qu'il ne faut jamais me donner des petites parties de votre vie privée dans un rendez-vous. Il fête, là, incessamment sous le c'est 19 ans de mariage, voilà, oui, ça c'est dit. En tout cas, merci d'être là. Très honnêtement, ça fait drôlement plaisir. Et on finit par... On finit, non. Notre table ronde, en tout cas, nos témoins, avec Hervé Thibault. Alors, 20 ans dans le monde de l'IT. Voilà, hein, c'est très récent, mais ça montre aussi pas tant que ça, parce que c'est 20 ans d'expérience dans l'IT, quand on voit l'évolution numérique. Qui aurait imaginé, il y a encore 2 ans, être capable de mettre le pape sur un skateboard avec l'intelligence artificielle? Et j'exagère à peine sur le sujet. Maintenant, on fait partie d'un programme avec Microsoft, ça, on en parlera aussi tout à l'heure. L'évolution, tendance des besoins, tendance des clients, de cette souveraineté. Et on va attaquer d'entrée de jeu par l'aspect juridique. Alors là, attention, elle n'est pas contente. Mais plus sérieusement, Myriam, alors on a fait des belles questions de manière à qu'elles soient très précises, parce qu'on s'est rendu compte que parler de souveraineté, c'est pas si simple que ça. À l'heure où les données traversent les frontières, peut-on parler encore aujourd'hui de souveraineté numérique, mais surtout d'une souveraineté numérique concrète? Oui, alors bonjour à tous. La question est un peu complexe. Hein, et d'ailleurs, juste avant de venir ici, je regardais un peu l'actualité. Et qu'est-ce que je vois? Le député Latombe qui interpelle la ministre du numérique en particulier, s'étonnant justement qu'un contrat vient d'être signé par l'État, par service de renseignement, avec une entreprise canadienne sur fond dont les capitaux sont américains. Voilà, et justement, je partage son indignation en quelque sorte, hein, puisqu'il dit, oui, tout le monde parle de souveraineté, l'État en première ligne, et finalement, voilà, c'est un mot. J'ai même entendu ça récemment, que la souveraineté numérique, qui est normalement le contrôle de ses données, le contrôle de sa cybersécurité. D'ailleurs, le numérique français, 80% du numérique français, c'est justement des entreprises, ça vient d'entreprises étrangères. Hein. Donc, c'est un objectif, c'est vrai, de contrôler ces données. C'est tout à fait fondamental, hein. C'est le patrimoine informationnel des entreprises, mais concrètement, il y a quand même une sacrée marge de progression à faire. Donc c'est vrai qu'il y a des stratégies, je vois même en matière d'IA pour développer des programmes, mais le constat est là. Hein. Alors, je vais vous montrer comment énerver Madame qui m'énerve. Moi, je m'énerve pas, moi. Non, mais pourquoi c'est gênant s'ils sont qualitatifs, s'ils sont moins chers? Bien sûr, mais c'est quand même, il y a des enjeux stratégiques, surtout on est quand même dans un contexte géopolitique troublé, c'est le moins qu'on puisse dire, donc c'est important que, alors c'est pas forcément souveraineté française, mais à tout le moins européenne. Et il y a un décalage parce que au niveau des, je dirais, des outils numériques, c'est souvent des outils étrangers. Par contre, au niveau juridique, alors là, on va en parler aussi durant la table ronde. Là, au niveau européen, on est très fort. Hein. On empile les règlements et les directives. C'est gênant.
Non, ça peut... Alors, je vais prendre 2 exemples. Par exemple, le RGPD, bon, c'est quand même un texte qui a porté ses fruits, hein, qui, à partir du moment où une entreprise, même étrangère, a des activités en Europe, elle doit justement se conformer au RGPD, c'est-à-dire protéger ses données, les données personnelles, les données des citoyens, les données sensibles. Donc, c'est quand même une avancée. Alors, bon, la CNIL a accompagné les entreprises, les a contrôlés, et maintenant, c'est la case sanctions. Voilà, il y a aussi Nice 2. C'est vrai que Nice 2, bon, on a un peu de retard. Normalement, d'après justement le député Latombe, ça devrait aboutir à un texte fin octobre. Et d'ailleurs, il y a quand même une structuration parce que ça regroupe, bon, bien sûr, il y a Nice 2, c'est-à-dire renforcer la cybersécurité de toutes les structures, y compris les sous-traitants. Enfin, c'est très très large, c'est très ambitieux, mais le texte a regroupé aussi REC et DORA. Voilà, donc il y a quand même une cohérence dans ce, je dirais, millefeuille juridique. Et Nice 2, c'est aussi, les entreprises ont été obligées de mieux sécuriser leur réseau. Donc ça va de pair aussi avec les données, donc il y a des obligations qui sont fixées, donc c'est quand même important pour la souveraineté, pour tendre vers la souveraineté. Bon, on est d'accord, messieurs, elle nous a déjà bien mis une introduction qui met déjà du baume au cœur, on est bien d'accord. Hein. Guillaume, avec vous, on va parler innovation, réponse aux menaces. Vous, en tant qu'acteur européen, d'ailleurs, ce serait intéressant de revenir un petit peu, votre société, ce passage au B2B, hein, justement avec WeSecure. Quelles difficultés vous rencontrez, vous, face à des solutions américaines omniprésentes ? Je prends le micro. Alors tout d'abord, je suis complètement d'accord avec Madame Kemener sur le fait de dire déjà il faut parler de souveraineté européenne et pas simplement de souveraineté française, parce qu'en fait aujourd'hui je pense que c'est la véritable problématique de notre marché actuel. Et je suis également complètement d'accord avec vous qu'il faut au moins que l'État montre l'exemple. Et aujourd'hui, le challenge, pour répondre à ta question Damien, le challenge d'une entreprise de cybersécurité européenne comme WeSecure, hein, 30 ans d'existence dans la cybersécurité européenne, né à Helsinki, avec des financements européens, avec un board européen. Donc le souci aujourd'hui, je pense qu'il est, le challenge vis-à-vis des acteurs américains, il est double. Le premier, il va être surtout technologique, parce que j'ai envie de répondre, et peut-être d'aller plus loin dans la réflexion, peut-être que si l'État a souscrit à une solution américaine, c'est que technologiquement, elle n'était pas au niveau. Et donc le nerf de la guerre pour les sociétés de cyber européennes ou cyber françaises, c'est aujourd'hui de répondre à ce défi technologique pour être au moins au niveau des Américains. Et moi je crois pas... Et donc le deuxième aussi challenge, il va être financier, mais les deux sont liés, puisqu'en fait finalement... si on soutient les ventes, si on soutient l'aspect financier, les sociétés comme nous vont pouvoir beaucoup plus investir en recherche et développement que hier. Ensuite, vont pouvoir investir dans du marketing, vont pouvoir investir, on en discutait tout à l'heure, dans des tests, parce qu'aujourd'hui, il faut être technologiquement innovant, en avance sur les Américains. Mais qu'est-ce que demandent les revendeurs et les clients finaux? Ils vont demander des tests. Ils vont dire aujourd'hui, comment tu es positionné sur le Mitre, comment tu es positionné sur le Gartner. Juste pour vous dire, rien que pour participer à de tels tests, c'est 100 000 € pour une société comme la nôtre. Donc on met 100 000 € pour voir, et ensuite derrière, on va jouer, on va développer, Donc, en fait, finalement, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est soutenir les ventes pour soutenir l'innovation. Ça, c'est une première chose. Et puis, elle est où la problématique aujourd'hui par rapport aux Américains? Et ça, c'est pour moi essentiel. J'en discutais ce matin également avec un revendeur. C'est qu'on ne naît pas égaux quand on est américain et européen. Alors, je vous rassure, je parle uniquement de cybersécurité et pas de vie courante, mais quand on est une start-up américaine, on va aussitôt avoir un terrain de jeu ou un marché qui va être 2 fois plus grand que le marché européen. Et un marché qui va être homogène, ils parlent tous la même langue, c'est facile, ils ont les mêmes normes, ils ont les mêmes lois, et directement la start-up elle va pouvoir gagner beaucoup d'argent et se capitaliser et donc innover. Nous, je reviens un petit peu sur tout ce qu'on disait tout à l'heure, la problématique de sociétés de cybersécurité françaises ou européennes,
C'est quoi? C'est que, allez, on prend le cas extrême, une société de cybersécurité française. Et bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se développer sur un marché en France, 20 fois plus petit que le marché américain. Elle va se dire, je vais être conforme à l'ANSSI. Après, elle va aller, se dit, le deuxième marché, je vais attaquer le marché allemand. Il va aller voir le BSI, qui a des normes différentes. Ensuite, on va aller en Italie. On va aller voir, ça va être l'ACN. Et puis, en fait, on ne s'en sort pas, parce qu'en fait, on est sur un marché qui est cloisonné, et en plus, qui ne parle pas la même langue, qui n'a pas les mêmes coutumes, et tout ça. Donc, en fait, quand on parle de... Il est là le souci. Il est là le vrai challenge, c'est donner peut-être un cadre juridique. Alors nous, chez WeaveSecure, on est membre permanent de l'ENISA. Donc c'est-à-dire qu'on est une société finlandaise, on veut vraiment, on a dans notre ADN de construire et de participer à la création d'une cybersécurité européenne meilleure. Ce doux vœu. Mais c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'en fait, l'ANSSI, le BSI, l'ACN, tout ça, ça parle pas tout le temps ensemble. Alors, moi, je suis aussi quelqu'un de positif, comme vous. On parle de choses qui ont bien marché. Effectivement, l'IS2, le RGPD, on a réussi à s'accorder. Il y a des choses qui marchent bien aussi sur les certifications. On ne peut pas tout le temps dire que le BSI et l'ANSSI ne se parlent pas. Les certifications produits, CSPN et autres. Après, est-ce qu'on s'entend sur... on va en parler, des clouds et de la souveraineté. Il y en a qui parlent de certification C5 au BSI. En France, on a imposé le SecNum Cloud. Et en fait, finalement, moi, chez moi, dans une société européenne qui, par chance, va bien, qui, par chance, est déjà au-delà de tout ça, parce qu'on gagne de l'argent, parce qu'on a juste envie, c'est d'aller encore plus loin pour être encore plus performant sur nos solutions. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui font que ça. Moi, j'ai 2 personnes juridiques qui vont analyser toutes les certifications pour dire qu'est-ce qu'on fait comme certification. Donc le challenge, il est là, c'est soutenir, promouvoir pour innover. Et quand on a de l'innovation, eh ben aujourd'hui, on sera au même niveau que les Américains ou les autres, et on pourra, il y aura plus de raison d'aller à l'encontre de solutions européennes. Je te rends ton micro. La complexité d'avoir un micro pour 2. C'est intéressant parce qu'on parle des Américains, mais il n'y a pas que. Hein. On peut parler de l'Inde, on peut parler de la Chine, on peut parler d'Israël. Bref, il y a du monde autour de nous. Hein. Faut-il quand même y penser. On va justement y venir avec Hervé. Hervé Thibault, client, stratégie. On a cet élément-là. Justement, comment vos clients, eux, perçoivent-ils les risques liés à la géopolitique, hein, soyons très clairs, on est quand même bien noyé avec pas mal de problématiques en ce moment, mais c'est pas depuis hier quand même, quand on y pense. Mais justement, comment ils réagissent à ça dans leurs solutions, leur choix de solutions cyber? Donc je vais essayer de porter la parole des clients. Et effectivement, comme Damien vient de le dire, d'élargir un petit peu en fonction des secteurs d'activité, des réglementations, de leur présence, parce qu'on dit effectivement, il y a le sujet de souveraineté, mais il y a des clients français qui sont présents sur beaucoup d'endroits géographiques, de plaques géographiques et qui vendent aux US. Voilà, le but c'est pas forcément d'en reparler ici, mais il va y avoir 3 grands risques majeurs qu'on va pouvoir voir. Un risque qu'on va appeler la cyber-déstabilisation, qui va plutôt être lié à derrière, ce sont des motifs qui sont plutôt des objectifs militaires et politiques. Bon, je pense que voilà, on peut citer ce qui va être derrière, donc c'est plutôt souvent la Russie, les sujets qui vont relever de la Russie. Les impacts qu'on va avoir chez les clients, alors ça, c'est pas tout neuf, c'est quand même un des sujets les plus anciens. Les impacts qu'on va avoir dans l'écosystème cyber, alors je fais attention, ils sont sponsors de l'événement, je pense que tout le monde, sûrement comme victime collatérale, mais voilà, il y a une solution qui produit un EDR qui a, voilà, pour être clair, qui a pris cher. Sur ce sujet-là. Il y a un deuxième risque qui va être l'espionnage stratégique, dans lequel on va retrouver plutôt des États comme la Chine. Voilà, je pense qu'on peut en parler. Donc c'est pareil, on a vu chez certains clients, moi j'ai vécu un projet avec un très grand compte où on les retrouve beaucoup aussi. Alors c'est différent. Le premier cas était de l'EDR. C'est exprès que je couvre aussi tout un ensemble. Là, on va être plutôt sur des cœurs de réseau, parce qu'il ne faut pas oublier que le cœur de réseau. Quand on parle de technologie, c'est pas le but, mais souvent on parle de souveraineté. Il ne faut pas oublier que derrière toutes ces technologies, réseau,
les processeurs, les microcodes qu'on trouve dans les processeurs, voilà, on est sur du pas souverain du tout, enfin en tout cas même pas européen, bien souvent. Donc un projet qui s'est retrouvé à l'arrêt, où il y avait des équipements Huawei et qui du jour au lendemain s'est retrouvé à l'arrêt pour des raisons qui n'ont pas été divulguées, mais qu'on peut imaginer. Et puis effectivement, il y a le dernier sujet qui est à la mode, qui est la partie à la mode, la souveraineté qu'on voit le plus et qui est liée à l'actualité, qui est liée effectivement, ça a déjà été évoqué beaucoup par Guillaume, la partie américaine, où là, c'est moins, c'est moins préoccupant pour certains clients, enfin, il y a moins de degrés pas d'urgence, mais de criticité comme on peut l'avoir avec les aspects soit espionnage économique, soit guerre, mais il y a un vrai sujet sur la partie des technologies américaines qui sont derrière. Ouais. Alors justement, on va y venir parce que là, on a cette question, on se questionne, est-ce qu'on peut l'utiliser, quels sont les risques? L'aspect juridique, Myriam. Aujourd'hui, une entreprise européenne qui se décide d'aller dans des outils qui peuvent potentiellement tomber sous le coup de la loi, quelle que soit cette loi, celle du pays accueillant ou l'Europe, la France par exemple, quels sont les risques? Est-ce qu'il y a vraiment des risques? Est-ce qu'ils sont plus sur le papier que dans la réalité? Disons que les lois, enfin c'est connu, hein, les États-Unis ont la plupart de leurs lois, Cloud Act, Patriot Act, justement, ont des tendances expansionnistes et justement permettent aux sociétés d'aller récupérer, d'accéder à des données qui peuvent être sensibles. Donc effectivement, les États-Unis toutes les lois, d'ailleurs j'ai regardé la plupart des textes, sont extraterritoriales. Donc effectivement c'est l'un des risques. Je pensais aussi, on aura peut-être l'occasion d'en parler, de l'IA Act. J'y pense parce qu'hier j'étais au Sénat, c'était le colloque de Cyberlex, et il y avait des éminents universitaires qui présentait l'IA Act. On va aussi, le problème au niveau européen, vers une complexité aiguë. Hein. Non seulement il y a plus de 300 articles, mais après il y a plein d'annexes. Et j'ai bien vu que, enfin, on a eu des débats assez lunaires hein, finalement, et c'est quand même assez inquiétant. Et on parle beaucoup de transparence, hein, mais on peut vraiment s'interroger. Qu'est-ce qui inquiète justement? Qu'est-ce qui vous inquiète, vous? Justement, cette complexité et une difficulté de mise en œuvre de certaines dispositions. Donc là maintenant, enfin c'est le cas de l'IA Act et de plus en plus, tous les textes, même s'ils paraissent éparpillés, il y a quand même un fil rouge, c'est responsabilisation accrue des acteurs, transparence, et aussi, je suis en train de chercher le terme, une graduation, oui, il y a l'éthique, mais aussi des niveaux de risque, et ça c'est l'introduction on catégorise en fait les risques. Et concrètement, on verra, parce que les textes sont tellement complexes qu'ils ne sont pas tous applicables au même moment. Ils sont applicables progressivement. Et ça aussi, c'est un point commun de tous les derniers textes qu'on a. Bon, c'est le cas d'IA Act et aussi sur les cryptoactifs. Il y a des périodes transitoires et c'est très complexe pour justement les acteurs qui veulent faire commercialiser des cryptoactifs par exemple. Ça promet, on est bien d'accord, il y a encore énormément de travail. Oui, on est en formation continue, même si on est censé être juriste, un peu spécial. Mais il n'est pas trop tard. Non, mais c'est vrai qu'il faut être sans arrêt, un peu à l'affût, dans la veille et en formation continue, puis comprendre aussi les mécanismes. C'est vrai que moi je suis juriste, mais j'essaie de m'informer sur les modes opératoires, comment ça marche la blockchain, comment justement l'IA ça fonctionne. Là, justement, là, cet après-midi, là, j'ai beaucoup appris dans l'autre table ronde sur les fraudes et justement le développement de l'IA à des fins illicites aussi.
Donc, faut être un peu curieux de nature, je pense. Il faut être très curieux, ça, je pense que c'est un élément indispensable. Je vais vous proposer de donner le micro à votre voisin. Oui. Guillaume, est-ce qu'il y a une réelle demande des clients de produits souverains? Est-ce que c'est pas aussi un effet de mode, un effet politique de parler produits souverains? Est-ce qu'il y a une véritable demande des clients? Alors oui, et je dirais de plus en plus. De plus en plus. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un, je discutais avec quelqu'un, alors je vais citer ce qu'il a dit parce que c'était un peu punchy. Il disait à chaque fois qu'il y a une guerre, eh ben, c'est bon pour la cyber. Je ne dirais pas ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a eu une catastrophe mondiale, eh ben, on a vu la demande en solutions de sécurité cyber souveraine augmenter. Ça a commencé quand après Covid, déjà après Covid, ne serait-ce que, pas simplement même là on parle de cybersécurité, mais dans notre vie de tous les jours, eh ben, on va dire que les habitudes d'achat ont changé. On a commencé à regarder, on s'est dit, ah bah merde, on ne produit pas de masques, ah bah merde, on ne produit pas. Et donc les gens se sont dit, ok, il faut consommer et produire en local. Donc à cette époque-là, on a vu un boost de nos ventes. Je prends un autre exemple qui est assez drôle et c'était la semaine dernière. J'avais un ami qui cherche une nouvelle voiture et qui me dit, oh là là, compte tenu du contexte géopolitique aujourd'hui, oh là là, je ne vais pas acheter, je cite les marques, je ne vais pas acheter Tesla parce que je ne veux pas du tout aujourd'hui ce rapprochement politique et tout ça. Alors j'ai souri, oui, bah effectivement, comme beaucoup de Français, puisque 75% de ventes en moins, je crois, de Tesla. Ouais, ils ont très cher. Bon, après, le deuxième effet qui se coule, c'est qu'il me dit, non, je vais peut-être prendre une BYD. Alors là, je me dis, bah non, pas du tout, non, t'as pas bien compris tout ça. Mais en fait, je suis sûr que même, tout le monde a vécu ça, des amis qui se sont dit, non, je vais pas prendre de l'américain, je vais prendre du chinois. Et là, je rebondis sur quelque chose, je pense qu'il faut mesurer et savoir qui est le plus notre ennemi, on va dire, si je peux parler facilement d'ennemis et d'amis. Et donc voilà. La question, donc, c'était de dire, est-ce que ça marche? Oui, ça fonctionne. Nous, nos chiffres, parce que je parle aujourd'hui, c'est ma société en local, c'est 30% de croissance par an depuis 5 ans. Quand il y a eu la guerre entre la Russie et le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, effectivement, on a récupéré de nombreux clients qui, légalement, parce que là l'État a bougé, d'abord en Allemagne et ensuite en France, a interdit l'utilisation de logiciels russes. Donc on a récupéré beaucoup de concurrents actuels de couleur verte. Et ensuite, et quoi aujourd'hui, bah, là malheureusement avec le conflit au Moyen-Orient, et ben, ça réaugmente. Et on a des gens qui se retournent vers nous en nous disant « Ok, Guillaume, que ce soit des clients ou des partenaires, j'ai envie de lancer une offre, d'acheter ou de lancer une offre souveraine, européenne, et je finirai par là, et pas française, parce que et moi je voudrais dire quelque chose, je crois uniquement à la souveraineté européenne et pas la française, parce qu'aujourd'hui, économiquement parlant, ça ne peut pas tenir d'avoir une société qui soit uniquement souveraine française, puisque ce n'est pas viable, et on se rappelle de sociétés dans le passé qui ont déposé parce qu'elles étaient uniquement souveraines françaises. Il m'a tendu le bâton, hein, et la perche. Hein, on est d'accord, Hervé? Parce que là, on parle de cette souveraineté qui doit dépasser les frontières françaises, mais du coup, l'Union européenne, est-ce qu'elle est vraiment crédible crédible en tant qu'écosystème de cybersécurité souverain? Est-ce que c'est crédible, l'idée? Alors, je vais apporter une réponse. C'est pas une réponse de Normand qui est oui et non, mais qui est oui mais. Alors, sur deux aspects. D'abord, pour rebondir sur ce que disait Myriam, effectivement, au niveau de la réglementation elle-même. C'est vrai qu'au niveau de l'ENISA, il y a pas mal de choses. Alors, il y a de la complexité, il y a toujours le sujet. Alors, moi, j'ai eu d'autres tables rondes sur dire est-ce que la norme freine l'innovation ou la motive. Ça, c'est un vrai sujet. C'est aussi quelque chose que doivent prendre en compte les solutions européennes, hein, dont françaises. De toute façon, je rebondis complètement sur mes petits camarades où on va vraiment parler de vision européenne. Ça reste compliqué, rien que pour le marché, effectivement, en termes économiques, sur un marché qui serait uniquement français. Puis dire, donc on a évoqué Nice 2, Dora,
qui effectivement, elles ont quand même un mérite. Il y a le Cyber Resiliency Act pour la chaîne plutôt logicielle, et puis l'IA Act dont parlait Myriam. Il y a des initiatives aussi, on a vu réagir quand même assez rapidement et prendre la main quand il y a eu le problème avec le CISA, donc sur tous les problèmes de vulnérabilité. L'Europe a réagi assez vite, l'ENISA avec le UVD, la Vulnerability Database européenne. Plus récemment aussi, il y a une initiative qui est la partie DNS, qui est un sujet aussi fondamental, la partie réseau. De toute façon, back to basics, le réseau, on en a partout et c'est un gros sujet. Donc cette partie, il y a le DNS for EU, donc pour l'Union européenne. Puis si après, maintenant, je rebascule côté écosystème de solutions, je pense qu'effectivement, il y a plein d'acteurs, et en France et à l'étranger, et sur tout un tas de sujets, la sécu réseau, la partie EDR, XDR, donc avec, je dis pas ça parce qu'on est partenaires ensemble, mais voilà. C'est bien de le casser. C'est le bon moment. Donc il y a de l'écosystème, t'en parlais, les startups, même s'ils n'ont pas les mêmes leviers financiers qui peut y avoir aux États-Unis, on a un écosystème de start-up qui malheureusement des fois ne trouvent pas le step qui leur permettrait de grossir et qui vont voir ailleurs. Il y a vraiment quelque chose de super, la dynamique de ce côté-là. Intéressant. Du coup, ça sera la question que je vais vous lancer en RCV, ma fameuse question que je lance et chacun la rattrape. On a connu la guerre des technologies. Du coup, ça veut dire que là, maintenant, on est rentré dans l'ère de la guerre des labels. Tu prends Cadeau. Vous voulez que je passe le micro, Myriam, ou pas Je sais pas. moi, je dirais, si c'est moi, cette guerre, j'en veux pas. En fait, finalement, j'en veux pas du tout, parce que c'est ce qui freine le business et c'est ce qui freine toute l'innovation technologique. Parce que si on commence, nous, à investir tellement de temps et d'argent pour le respect de normes dans chaque pays, c'est du temps qu'on ne passera pas à innover technologiquement pour qu'on soit compétitif vis-à-vis des Américains. Et encore une fois, les Américains ou les Chinois, les voilà. tous les autres. Et c'est vraiment, aujourd'hui, il faut revenir back to basic à l'innovation technologique. Et c'est super d'avoir un cadre juridique européen, c'est super de ce que fait l'ENISA, mais il faudrait vraiment que ça soit uniquement au niveau européen et qu'on arrive à homogénéiser tout ça. Myriam ? Oui, non, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. C'est vrai que. Elle ne voulait pas parler, pardon. Elle ne voulait pas. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est tout à fait important qu'il y ait ce cadre juridique, mais ça ne doit pas bloquer l'innovation, parce que c'est quand même tous ces enjeux. L'IA, c'est aussi des leviers économiques. Mais il faut se coordonner. Je voulais dire un mot, bien sûr, il y a les textes, il y a la mise en œuvre, mais ce qu'on constate aussi, c'est un peu un exemple à cet événement comme d'autres, c'est d'ailleurs en arrivant, on se rend compte que tout le monde se connaît. Enfin, il y a quand même une communauté cyber qui s'est étoffée depuis quelques années, et ça s'est aussi décloisonné parce qu'il y avait les juristes suivants, il y avait aussi, c'est aussi une coopération publique-privée, et je trouve qu'il y a vraiment des évolutions très positives depuis quelques temps, et ça peut contribuer justement à créer du lien. C'est vrai que même si, même moi, je discute beaucoup avec des informaticiens, ingénieurs et autres qui sont intéressés par le numérique et réciproquement. Et c'est quand même des avancées, on le voit bien à travers tous les événements où on se retrouve. Ça permet quand même de mettre de l'huile dans les rouages et c'est tout à fait fondamental. Parfait. Alors, parler de lien, je vais peut-être vous lier maintenant. Est-ce que vous auriez des questions, une question à poser à nos témoins privilégiés? Et vous allez voir, j'ai une autre corde à mon arc, c'est de faire hôtesse et de vous apporter un micro que je garde. Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces infos, pour votre expertise. Est-ce qu'avec souveraineté, il n'y a pas aussi du protectionnisme en fait, à avoir d'un point de vue européen? Parce que quand on voit toutes ces structures américaines, tous ces acteurs américains qui ouvrent des filiales en Irlande notamment, en Europe, et qui derrière installent des data centers en Europe, on est au courant qu'il y a ce Patriot Act, donc la data indéniablement, elle repart là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, avec souveraineté, protectionnisme qui va de pair? Parfait. Alors, merci.
Oui, c'est parce que forcément, avec l'étiquette Microsoft, je me suis dit, tout le monde va dire, oh là là, la partie souveraineté. Alors, il y a deux choses. Sur le protectionnisme, il y a même trois aspects. Un truc qu'on n'a pas forcément évoqué, mais c'est la commande publique. Donc, je ne vais pas revenir, mais c'est quelque chose qui est clé aussi pour garantir du financement, sans parler de développer les entreprises, mais de garantir effectivement des marchés donc il y a un sujet comme ça. Il y a le protectionnisme et ce qu'on voit aussi, c'est les capitaux qui sont dans les sociétés, parce qu'on va souvent dire, c'est quelque chose que moi j'ai rencontré, des solutions qui étaient très françaises, et c'était en disant, voilà, de toute façon, vous n'avez pas le choix, on est français, il faut passer... Et qui, pour des raisons... Enfin, un chef d'entreprise reste un chef d'entreprise, il est là pour faire de l'argent, donc moi, je ne suis pas là pour juger, mais qui, d'un seul coup, vendent à des fonds américains. Donc, il y a un exemple un peu plus récent où c'est par rebond, donc je ne vais pas les citer, mais ça parlera à beaucoup de gens. Par rebond, j'ai des fonds d'investissement qui sont américains. Voilà, si c'était ce à quoi on pensait, effectivement, il y a un moment où la souveraineté échappe, donc la solution a beau être française, puis européenne, enfin si les gens voient de quoi je parle, elle rebascule côté américain. Et puis il y a l'aspect des sociétés effectivement américaines, qui, on est quand même dans un marché de libre-échange, qui font des efforts quand même assez colossaux pour se conformer à cette législation-là. Donc ils le font pour des aspects mercantiles, enfin ils le font pour des aspects business, à la limite, et tant mieux, ils ne font pas pour le bonheur de la souveraineté européenne. Mais donc il y a encore une annonce très récente hier qui a été faite, c'est pas forcément pour faire du prosélytisme, mais Microsoft, pour ce sujet-là, avec un Microsoft 365 local. Voilà, donc c'est super récent, on verra ce qui est vraiment derrière, parce qu'entre les effets d'annonce, c'est ça aussi, les effets d'annonce, c'est comment ça rentre dans les règles après, parce que voilà, la réglementation, elle est ce qu'elle est, il suffit pas de dire je suis Secnum Cloud, c'est qu'après il faut vérifier toutes ces choses-là. Il y a vraiment, voilà, donc la conformité à la souveraineté, ouais, c'est un sujet qui est pas forcément que, voilà, faut aussi balayer devant sa porte parfois. Parfait. Merci pour la question. Efficace. Oui, ouf. Alors j'ai des yeux de vieux, je commence par la première main que j'ai vu lever. Je viens à vous tout de suite. Je tiens le micro. Non, je lâche pas le micro. Oh, malheureux. Du coup, moi, ma question est peut-être vraie. Du coup, en parlant de ça, comment en éliminant la partie data, en fait, comment vous voyez sur des solutions cyber et des solutions IT d'une manière générale? IT, cyber, en fait, c'est pas... Je pense que monsieur voulait demander comment on va pouvoir définir et diviser entre la partie data, qui fait dans les clouds, et l'IT. Oui, en fait, la cyber, c'est pour la protection de l'IT. Donc, du coup, en éliminant la partie data, sans parler de la data, c'est juste sur le software. Oui, sur le software. Alors, je vais avoir aussi... il y a beaucoup de Normands ici. Je crois que je vais avoir aussi une réponse de Normands. Parce que, on disait tout à l'heure que... en fait, la problématique, c'est que même si on développe... je suis d'accord avec vous, même si on développe des solutions logicielles avec des couches complètement souveraines et autres, même si on développe un data center complètement souverain, en fait, on se rend compte quelquefois que le routeur, ça va être du Huawei, que le transfert de data, il va être sur des solutions ennemies. Je vais dire ami ennemi, mais je n'ai pas trouvé d'autre terme. Je lisais un post d'il y a 2 semaines je crois que c'était Vincent Strubel et puis Guillaume Poupard qui répondaient et qui disaient, et ça va répondre un petit peu à votre question, qui disaient que même dans les clouds souverains français, en fait, il y a une utilisation de techno américaine, et qu'aujourd'hui, le fait, si demain les Américains coupent la technologie américaine, en fait, la durée de vie du cloud souverain français est de quelques jours, voire maximum 1 semaine. Donc ça, c'est le constat. Et juste pour finir par quelque chose de bref, aujourd'hui, je pense que... Je vais prendre quelque chose de tout à l'heure, je suis désolé. Même si on vise le haut de la montagne, en fait, pour monter au haut de la montagne, il faut faire des pas, il faut monter petit à petit. Donc il faut le faire petit à petit.
Et je pense que petit à petit, on va commencer par les couches logicielles, on va faire de mieux en mieux pour arriver ensuite à une autonomie souveraine et surtout à une autonomie technologique. Mais votre question n'est pas du tout simple et même des gens bien plus intelligents que moi, à savoir M. Poupard et M. Strubel, en sont tout à fait conscients. Merci. Ma petite avant-dernière question, à vous. Alors très rapidement, on va survoler le sujet des capitaux, justement. On peut avoir de belles pépites européennes qui, en l'espace de quelques mois, ne le sont plus. Et là, on est vraiment démunis, nous, décisionnaires ou aides à la décision. Et je ne vois aucune réponse politique, parce que ça va venir, même presque pas de préoccupation, ou très peu. Donc, au final, pourquoi se fatiguer si de toute façon, si on a une bonne solution, dans les semaines ou mois à venir, ça ne sera plus la solution qu'on a choisie. Alors, je crois quand même qu'il y a souvent on parle de la volonté politique. Hein. Alors la volonté, je pense qu'elle est là de certains. Myriam parlait de Philippe Latombe tout à l'heure, donc je sais que c'est quelqu'un qui est très attentif sur ces sujets-là, beaucoup actif sur LinkedIn, enfin dans le rapporteur de la commission, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc après, les finances, elles sont ce qu'elles sont. C'est pareil, hein, le marché américain, donc même si on s'aperçoit que c'est assez fragmenté, en termes puisqu'il y a des décisions qui sont contestées, en termes juridiques, ça a l'air d'être un peu plus compliqué qu'un super grand État, etc. Le terrain de jeu, on l'a dit, c'est un terrain de jeu qui est européen. De toute façon, ça restera compliqué. Il y a effectivement les normes qui sont pas si aligné que ça, la déclinaison, la transposition qu'on va faire, hein, notamment au niveau Nice, où chacun, tu parlais entre ces 5 Sectum Cloud, où les transpositions qui sont faites sont légèrement différentes en termes d'exigence et puis en termes de qui va appliquer, ou la façon dont on va appliquer les sanctions, parce qu'au final, c'est ce qui fait que les gens sont conformes ou ça. C'est toujours la peur de la bande, hein, qui fait qu'on roule pas vite, ou voilà, faut pas se mentir. Et la commande publique, voilà, au niveau européen, ça reste un sujet, sachant que chaque État, quand on parle de risque géopolitique, on va pas non plus se mentir, hein, quand je parlais aussi de balayer devant sa porte, c'est le fait que on n'est sûrement pas aussi en harmonie que ça au travers des différents pays européens, donc c'est pas forcément facile pour une entreprise qui va forcément être attachée à un marché, qui en France va viser, en général, alors c'est pas pour être chauvin français, mais quand on a le Sectum Cloud, de ce qu'on entend partout, je suis pas un spécialiste, hein, on entend dire qu'effectivement ça ouvre les portes un petit peu partout, mais voilà, ça reste l'Europe, ça reste une Europe quelque part, et c'était... alors j'ai eu l'occasion dans certains groupes de travail de travailler avec d'échanger avec M. Latombe, et voilà, il y a une Europe des nations. Quoi qu'on en dise, voilà, tout n'est pas harmonieux dans cette Europe-là et ça facilite pas le travail, quoi, pour les startups notamment. Merci, très clair, très précis. Dernière question. Je tiens le micro. Merci, c'est gentil. Peut-être une question en 2 angles. Les plus seniors d'entre nous se rappelleront qu'il y a une dizaine d'années, il y a eu CloudWatt et Numergy. Voilà, qui étaient 2 clouds souverains. Il y avait la Cour d'État, la Cour des comptes, pardon. Il y avait Orange, il y avait SFR, il y avait Thales, donc qui étaient 2 grands clouds souverains français cocorico qui ont été un échec parce qu'il y a eu un abandon total du gouvernement, du secteur public et de tout ça. Donc aujourd'hui, permettez-moi d'être assez pessimiste sur recommencer une histoire de ce type-là avec des investissements colossaux qui n'ont pas été suivis. Et la deuxième partie, on constate que Mme Merkel, à l'époque, a empêché Microsoft, Google, AWS à construire leur data center sur le territoire allemand pour empêcher le Cloud Act et éviter ainsi, contourner ainsi, protéger notre RGPD et contourner le Cloud Act imposé au niveau de la bulle. Et c'est une autre réflexion. Monsieur Macron était, il y a une petite année, dans les locaux de Microsoft pour annoncer des centaines de millions d'investissements grâce à l'IA dans des data centers en France.
pourquoi continuons-nous à ne pas imposer ce type de modèle? Désolé, c'était des questions un peu... Très bonne question, elle n'est pas très positive, mais elles sont là, ces questions parfaites. Tout à l'heure, quand je parlais on disait que la souveraineté française, c'est nos futurs, je pensais à l'énergie, moi. Et en fait, le problème de l'énergie, c'est que c'était peut-être trop tôt, mais surtout, le marché est trop restreint. Aujourd'hui, encore une fois, c'est une économie d'échelle, c'est logique. Aujourd'hui, quand on est un petit pays, je suis désolé, comme la France, ça fait du mal, les Français vont dire qu'on est un petit pays versus les US, et ben ça ne va pas. Économiquement, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, il faut, je rebondis aussi sur ce que monsieur disait, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire confiance à des entreprises européennes qui ont des reins solides et assez solides et pour que demain, ils ne soient pas rachetés directement par le premier qui vient. Moi aussi, j'étais déçu comme vous. Moi aussi, je parlais de technologie dans le passé, il y a quelques années, une boîte française Alcide, superbe, technologie de pointe sur la sécurisation de l'Active Directory, directement racheté par T-Mobile. Moi, je dis des noms, je suis désolé. Après, on parle de Vade Secure. Voilà, hop, c'est parti. Bon, ok. Donc il faut investir dans des sociétés qui seront peut-être pour les faire grandir. Et ces sociétés qui grandissent, il y a peut-être WithSecure sur l'endpoint, il y a peut-être Storm Shield, je cite, sur l'aspect firewall. Et puis ensuite, ils vont fusionner toutes les deux, j'en sais rien du tout. Et ensuite, ça va faire une super société de cybersécurité européenne, et qui sera un peu le garant, qui ne sera pas racheté par les Américains. Ça, c'était la première réponse. Et la deuxième, je pense que si vous regardez un peu l'actualité en Allemagne, en fait, ils ont changé de bord, puisque en fait, finalement, ils ont ouvert leur pays à, non pas Microsoft, mais c'est Amazon qui construit le plus gros data center souverain. Et d'un côté, je vais être un peu modéré, parce qu'en fait, ce qu'ils ont annoncé la semaine dernière, c'est que pour se plier peut-être au Secnum Cloud et autres, le modèle, donc il y a toujours le Cloud Act, Patriot Act, et en fait le souci c'est que c'est sous capitaux et sous direction américaine. Et là, ce qu'ils disent, j'ai pas bien suivi le truc, mais c'est qu'ils lanceraient une filiale complètement autonome avec des capitaux propres, complètement dirigés par des Européens pour gérer le cloud souverain d'Amazon. Moi, je ne suis pas trop pessimiste, j'ai envie de dire, bon, à voir, parce qu'en fait, finalement, d'avoir ça, ou d'avoir un Secnum Cloud qui est aux capitaux français et européens et basé sur des technos américaines, je ne sais pas ce qu'il y a de mieux. Mais au moins, on va essayer d'être positif. Tout ça, positif là-dedans, pour finir sur une note vraiment bonne, c'est de se dire que, en fait, on est tous conscients qu'il faut construire une cybersécurité européenne, et même les acteurs américains, pour une vue un peu plus business, et surtout business, mais essayent d'avancer dans ce sens et peut-être se conformer aussi à nos règles et à nos normes. Parfait, écoutez, on a fini sur un petit point positif, c'est pas négligeable. Myriam, messieurs, c'était parfait, je pense, on peut les applaudir. Guillaume, Hervé, je pense que ce rendez-vous vous a apporté à toutes et tous un peu de fraîcheur et puis peut-être de clarté ou pas. En tout cas, je tiens à vous remercier. Et bonne fin d'après-midi. Merci. Merci. Merci.